notion de genre. Qu'est-ce que tu voulais Ben, aborder par rapport à ça? ce que je veux aborder, c'est l'idée que déjà, l'analyse textuelle montre que la catégorie de pervers narcissique, de toutes les catégories psychologiques, psychopathologiques, c'est celle qui, jusque vers 2020, est de très loin la plus genrée. Ouais, C'est-à-dire qu'elle désigne vraiment une figure masculine. Mm. Et l'analyse textuelle montre aussi des choses qu'on pouvait deviner à la lumière des productions culturelles, enfin, je sais pas, films, cinéma, etc. C'est genré et ça caractérise une relation particulière qui est une relation hétérosexuelle conjugale. Et ça désigne donc le conjoint toxique. Mm. Pervers narcissique égale conjoint toxique. Exactement. En gros, dans les usages, le gros des usages, c'est ça. Bon. Alors moi, je pars de ça. Mon idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi. Enfin, bon. Et ce que la sociologie peut essayer de donner à penser, c'est l'existence de quelque chose comme une sociopathologie, genrée, masculine. Alors, dès que je dis ça, il faut que je précise qu'il y a aussi des femmes violentes, mais différemment. Parce que simplement, en sociologie, on voit le monde comme structuré. On ne se dit pas que le monde, c'est des interactions, ne cesse de se reproduire, et avec les interactions, le monde se reproduit. Non. Notre manière de nous comporter les uns avec les autres, ça dépend de structures sociales et de l'histoire de ces structures sociales. Donc, s'il y a des régularités qu'on peut identifier, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre des structures sociales et des structures sociales qui se transforment. Bon. En sorte que pervers narcissique a été utilisé pour caractériser quelque chose qui est une sociopathologie typiquement masculine, puisque elle dépend de schèmes de pensée qui sont les schèmes de pensée patriarcaux, Exactement. qui consistent finalement à s'approprier corporellement la partenaire, femme. La question, dans la configuration contemporaine, c'est comment s'approprier un objet, donc une personne, qui n'est pas disposée à se laisser approprier, dans un espace social normatif, donc les lois, les pratiques, les mœurs de plus en plus, où ce type de domination est illégitime. Ouais, voilà. Enfin, soi-disant. En théorie. En théorie. En théorie, et de plus en plus dans les pratiques. Parce que les jeunes femmes aujourd'hui ont une éducation, on fait des études. Mais les auteurs ne pensent pas comme ça. Et les auteurs ne pensent pas comme ça. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage. Et souvent d'ailleurs, les auteurs font mine d'être féministes. Oui. D'être pour des relations égalitaires, sont fiers d'avoir une compagne brillante, parce que ça aussi c'est un truc qui m'a frappé à la JC, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis en train de tomber amoureux de mon terrain. J'idéalise mon terrain. Les victimes dégagent quelque chose. Alors, justement, l'utilité de toujours débriefer avec toi, c'est que tu me permettais d'objectiver. C'était pas le type qui se fait des films, qui idéalise son terrain, qui a mis une lunette rose. Non, c'est quelque chose, justement, qui permet de comprendre la violence. La spécificité de cette violence, c'est qu'elle dépend des caractéristiques de l'objet qu'on doit vider de sa substance, de ce qui le définit comme un objet autonome, plein de ressources, plein de vitalité, qui veut s'épanouir sur tous les plans de l'existence. Donc là, il y a quelque chose qui est sociologiquement genré, et inévitablement sociologiquement genré. Donc le défi, c'était d'essayer d'objectiver ça, donc quelque chose de l'ordre d'une sociopathologie, de l'appropriation corporelle, irrépressible, mais illégitime. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui, du fait de leur enfance, de leur éducation, il y a probablement des choses qui se jouent très tôt, lorsque ces personnes sont vraiment organisées, pour expulser leurs affects négatifs, tout ce qui est de l'ordre d'un conflit interne, tout ce qui est de l'ordre du deuil, c'est-à-dire renoncer par exemple à la toute-puissance. Ils ne renoncent pas à la toute-puissance, ils n'arrivent pas à y renoncer. Et c'est entre l'inconscient et le conscient, on ne peut pas trancher. En fait, on est à un point où on ne peut pas trancher. C'est l'un et l'autre. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Comment faire pour s'approprier un objet qui n'est pas disposé à se laisser approprier dans un univers où on n'a plus la société et le droit avec soi? Eh bien, on manipule.
C'est ça. On manipule à fond les ballons. Mais ça, c'est pas l'apanage des hommes. Alors, ça crée une forme de manipulation qui est spécifique aux hommes, je pense. Ouais, mais alors, ça crée une ce forme que tu de soulèves là et qui m'interpelle et qui m'intéresse, puisqu'on n'a jamais eu le temps d'approfondir les profils féminins d'auteurs, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal à les faire rentrer dans la catégorie perversion narcissique. Parce qu'il y a des comportements C'est bizarre parce que les comportements d'appropriation, ils existent bel et bien avec les enfants, mais ils n'existent pas forcément avec les hommes. Ça se situe à un autre niveau. C'est quand même pas la même chose. Elles sont pas aussi fortes dans l'induction de pensée, elles utilisent d'autres armes. Ça m'interpelle parce que ça me permet de réfléchir à ces autrices, tu vois, en même temps, je me dis, ouais, alors du coup, il faudrait peut-être qu'on aille dans un certain sens. Mais il y a quand même beaucoup de manipulation de la part des femmes. Mais une autre forme de manipulation. Une manipulation séduction. Une manipulation chantage affectif. Une manipulation qui positionne souvent l'homme en sauveur. Manipulation ou qui positionne l'homme en dessous aussi. Mais ça m'interpelle. On a encore des recherches à faire là-dessus, parce qu'il y a peu de littérature sur les femmes autrices. Mais tu vois, il y a quand même eu des femmes qui se sont prétendues pervers narcissiques dans certains articles, dans certains ouvrages. Donc, si toi tu dis que c'est genré, qu'est-ce qu'il en est alors ? Ce que je dis, c'est que ce que la catégorie de pervers narcissique a permis de désigner, de faire comprendre, ce sont des processus genrés. Ouais, à la rigueur, je ne me positionne pas sur le problème de savoir est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont de vrais pervers narcissiques. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la fonction de la catégorie pour identifier un processus. Un processus, exactement, c'est ça. Identifier un processus de domination et de contrôle. Qui a des ressorts sociologiques, c'est-à-dire des structures sociales qui ont évolué, une domination masculine qui a perdu en légitimité au sens où elle n'a plus à fond derrière elle la société et le droit. On est normalement dans un droit égalitaire, parfaitement égalitaire. On regarde les lois, c'est parfaitement égalitaire. Et c'est tellement égalitaire que tout ce qui est déviance par rapport à cet idéal-là est aussi sanctionné. L'outrage sexiste est sanctionné. On a le dispositif juridique, on n'a pas les moyens. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on est dans une société tellement subtile, finalement, du point de vue des sensibilités, on aurait besoin de beaucoup plus de moyens pour contrôler et réguler tout ce qui est déviance par rapport à ce que sont censées être les normes régulatrices des relations humaines, qui sont des normes très exigeantes. Aujourd'hui, le couple, c'est finalement le lieu où l'égalité est censée s'appliquer de la manière la plus pure. Oui, alors ça en théorie aussi. Mais oui, pareil. Mais je suis d'accord, en théorie. Dans la réalité, on est d'accord. Et c'est justement, le problème, il est justement dans cette contradiction. C'est-à-dire que dans le couple, normalement, on n'exerce plus un peu, l'homme ou la femme, et surtout l'homme, n'a plus à exercer un pouvoir sur l'autre. Tout est toujours en négociation, tout est toujours ouvert, un respect. Et l'autre a autant d'importance que soi. Le narcissisme de l'autre vaut autant que le narcissisme... Non, mais c'est pas ce qui existe chez les auteurs. Alors, évidemment. Évidemment. Et chez les autrices aussi, du coup. Alors, les autrices... alors, le travail que j'ai fait sur les autrices, parce qu'il y en a quand même eu un, et on en a aussi beaucoup discuté, c'est qu'il y a une spécificité, effectivement, des profils femmes, autrices. Comme il y a une spécificité, d'ailleurs, des hommes victimes. Autant que je puisse en juger. Déjà, une chose que je veux dire, c'est que c'est pas parce que, comme sociologue, on met en valeur des processus sociaux qui expliquent une surreprésentation de femmes victimes par rapport aux hommes, que ça enlève quelque chose aux victimes hommes. Et c'est vrai que souvent, les victimes hommes ont tendance à tenir un discours certain, général, qui pointe du doigt une société misandre, etc. C'est un peu gênant. Mettre en évidence des processus sociaux ne veut pas dire qu'on enlève aux victimes quoi que ce soit. Donc moi, mon idée, c'est pas de dire aux hommes, vous êtes moins victimes que les victimes femmes. Et il se trouve que les victimes femmes, il y en a beaucoup plus, et que souvent, c'est plus violent.